je suis en Guadeloupe en ce moment, donc je suis pas. Ok, D'accord. égal. Je suis de passage en Guadeloupe parce que j'ai du travail ici. Je vais faire passer mon PowerPoint sur. J'en ai pour combien de temps d'ailleurs? 20 minutes, 30 minutes au total ou bien? Oui, c'est 30 minutes au total. Plus les questions après. Voilà. Les questions ne sont pas comprises là-dedans, c'est ça? Mhm. Bien. C'est ça. Je vais présenter la table après et D'accord, on super. pourra lancer les conférences. Est-ce Allez, que on je... va. Comment Oui. je fais pour le mettre? Comment je fais pour intégrer mon PowerPoint? Alors, je crois que Cohort, donc c'est bon. Donc, il faut aller sur partager l'écran et puis choisir l'écran où est affiché le PowerPoint pour pouvoir l'afficher. D'accord. Ok, égal. Je vais là. Si vous avez des audios dans le PowerPoint, il faut également cocher partager l'audio. Ok, d'accord. Pas de problème. Je vais mettre ça. Et si vous avez des soucis, et vous pouvez m'envoyer peut-être votre PowerPoint et, par mail et je peux vous aider et je diffuserai pendant que vous faites votre présentation. D'accord. Ok, bon, ben, on va faire ça. Ça sera C'est plus. aussi une possibilité, oui. Voilà. Je vous l'envoie tout de suite. Je vous l'envoie par mail, c'est ça? Par mail ou par le chat ici de Zoom, comme oui, Monica Cardenas ou Lise peut-être. Mais... D'accord. Oui. Je vais donner-moi juste 2 secondes. Pardonnez-moi. Je viens de mon ordinateur, il est down il y a quelques jours. Donc voilà, je me retrouve un peu handicapé par ça. Oui. Monica. Alors, Cardenas. Alors, Monica, oui, ok, c'est parti normalement. J'espère que ça va rentrer, mais c'est gros comme fichier. Hein. Bon, j'ai pas tout mis en tout cas, mais Ok. ça va aller. Si vous avez du son avec, c'est super. Je ne vais pas jouer beaucoup de musique parce que c'est le temps qui nous est imparti. Ah, attendez. Share with people. Ok. Ok. Bien envoyé. C'est normalement parti. Alors. Ça y est? Et je vérifie mon mail. Oui. Oui, je viens d'avoir un message. Oui, effectivement, je télécharge. Très bien. Oui, je pourrais montrer la présentation. Il n'y a pas de souci. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ces journées d'études consacrées aux musiques et chansons d'Amérique latine et dans les Caraïbes, résistance, discours de contre-pouvoir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les réflexions que nous avons entamées vendredi et les enrichir avec des perspectives complémentaires depuis la Caraïbe francophone et l'océan Indien. Et nous allons commencer avec une séance consacrée à tradition, résistance et musique populaire dans la Caraïbe francophone. Et c'est donc Pierre Gensice de l'Université Paris-Sorbonne qui va l'inaugurer avec une conférence intitulée
résistance décoloniale des musiques traditionnelles dans l'espace caribéen. Donc, c'est quand vous voulez, dès que tout est prêt techniquement. C'est là? Oui. J'y arrive. Il télécharge un instant. On va partager l'écran après. Donc, vous disposez chacun d'une demi-heure pour présenter vos travaux. Et ensuite, il y aura également un échange prévu pendant 30 minutes pour qu'on soit confortable. Et puis, il y aura une petite pause avant d'enchaîner avec la deuxième table de l'après-midi ou du matin en fonction du fuseau horaire. C'est le matin. C'est un peu plus potable pour moi. À New York, on a 1 heure de moins. Donc, mais là, je suis arrivé en Guadeloupe, donc ça m'arrange un peu. J'ai vu les horaires, je me disais, oh là là, comment je fais? C'est sûr. C'est plus évident. Confortable. Alors, audio computer. Vous voyez la présentation? Voilà. Oui. Alors, c'est tout petit, mais ça va, c'est pas grave. Alors, je vais vous présenter ma communication, s'intitule Résistance décoloniale des musiques traditionnelles dans l'espace caribéen. Je suis musicologue, ethnomusicologue et pédagogue aussi. Donc, je suis à New York, mais je suis chercheur associé à l'IREMUS, donc à l'université Paris-Sorbonne, où j'ai obtenu un doctorat en musicologie. Voilà. Alors, je vais vous parler précisément de cette musique, une musique de la Caraïbe, en tout cas, de manière globale. On aura, lors de nos échanges, nous allons voir que les problématiques soulevées dans différentes contrées sont quasiment les mêmes, quoi, très souvent. Donc, voilà, ont un peu la même source, puis leur source, très souvent en Afrique, en tout cas, pour ce que j'ai pu observer, en tout cas. Et ce sont des musiques qui m'intéressent au plus haut point, dans la mesure où mes origines parlent d'elles-mêmes. Voilà. Voilà. Je vais parler donc du Goka, né en Guadeloupe au XVIIe siècle avec l'esclavage transatlantique. Le Goka se fit à l'origine musique de résistance à une acculturation forcée et violente et occasion de préserver un héritage culturel. Accordant une large place à la voix, cette pratique musicale, comme la plupart des musiques de la diaspora afro-descendante, des musiques entre guillemets noires, tourne autour du triptyque chant, tambour, danse, avec avec comme socle la langue créole, qui est le seul idiome qui est utilisé dans cette pratique musicale. Quelques familles ont su préserver ce genre musical, on le verra plus tard. Parmi celles-ci, les Geoffroy, originaires de la région des Grands Fonds et spécialisés dans les chants de pays, et le bouladiel. Le bouladiel, c'est une transposition des percussions, je résume rapidement, à la voix. Donc voilà, c'est pas. Alors, musique mémoire, née d'un phénomène de créolisation à la fois musicale et linguistique, porteuse d'histoires collectives entremêlées, celle des royaumes africains et de la traite négrière, et aussi celle des esclaves, des gens de couleur, entre guillemets, libres. Les esclaves marrons, le Goka est omniprésent malgré les interdictions pendant l'esclavage. Progressivement oublié et méprisé après l'abolition, perpétué dans les campagnes pauvres par homopraxie parentale, nous le verrons plus tard, rené en réaction à l'évolution de la situation politico-économique de l'île, ma contribution va mettre en lumière la construction des repères identitaires à travers la résistance décoloniale dans la Caraïbe, plus précisément en Guadeloupe, par le biais de cette musique Goka dont je viens de parler. Voilà, donc on va voir quelques images. Un extrait, je vais vous faire écouter l'extrait qui est là, Goka, pour... je peux... Est-ce que c'est Monica qui va le faire ou bien c'est moi? Oula, j'ai tout perdu. Je vois plus le PowerPoint. Je vois plus mon PowerPoint. Je crois que Monica a arrêté le partage d'écran. Oui, il est parti. On ne t'entend pas, Monica. Il y a ton micro qui est éteint.
Je vais le prendre. Désolée, je disais que je arrêtais le partage pour pouvoir partager les PowerPoint dans de meilleures conditions. Et je suis en train de... Voilà. Et... ok. Parce que le PowerPoint était un peu lourd, donc il a pris un peu de temps pour... Et maintenant, je vais pouvoir partager mieux le document, le PowerPoint. Donc, ça y est. Le premier enregistrement, c'est celui-ci? Oui, c'est celui-là. Voilà. Très bien. Voilà. L'audio, parfait. Je peux le faire, moi, ou bien? Bonsoir, mes frères. Bonsoir, la public. En vérité, c'est Italie. C'est pas grave. Vous entendez? Non, ça ne s'entend pas. Bon. Et je partage à nouveau l'audio. Oui, pardon. On va passer au diapo suivant. Et pour voir un peu la présence du Goka dans toute. Ici, vous avez l'image de. Pardon, c'est allé très vite. On peut revenir. Alors, oui. Est-ce que je peux le contrôler, le PowerPoint d'ici? Là, vous avez Marcel Dolia, qui s'appelait Vélo, il avait un petit nom, Vélo. Vous voyez un peu la présence importante du Goka dans le pays, dans l'archipel, en tout cas européen. Vous avez l'artiste Vélo qui a une statue sur la place de la Victoire ici en Guadeloupe, pardon. Je ne sais pas, il dit New York. Et sur scène, ici, de l'autre côté, voilà, en Saint-Jean-du-Tamoux, c'était vraiment virtuose. L'image qui suit, justement, le diapo suivant, vous avez la rue piétonne à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, qui est vraiment un lieu culte, la musique pour cette musique-là, où tous les gens, où on joue du Goka tous les samedis. En tout cas, c'est vraiment, c'est quelque chose de, ça fait partie intégrante de la culture, quoi. Donc, on voit défiler de n'importe qui, les gens s'imprègnent, se réapproprient. On va le voir plus tard dans cet exposé que je suis en train de faire. Voilà, on passe au diapo suivant. Là, dans le diapo suivant, je vais essayer de définir un peu de manière liminaire, hein, un peu les expressions comme le décolonial. C'est une expression récente qui vient de l'Amérique latine. C'est un terme qui s'oppose au pouvoir dominant, pouvoir ou à la culture dominante, en fait, la culture européenne, occidentale en l'occurrence. Il y a derrière décolonial, on parle de décolonialité, discours qui s'oppose à la suprématie, à l'hégémonie de l'Occident. Alors, j'ai essayé de définir aussi, de trouver des définitions sur l'anticolonial, qui est opposé à ce qui est colonial, tout simplement adversaire du colonialisme, décoloniser, le XXe siècle qui dérive de coloniser, mettre fin au statut de colonie, libérer un pays de la colonisation, libérer un pays de toutes ces chaînes-là, en tout cas des chaînes qui ne lui permettent pas d'évoluer comme il se doit. Voilà. Décolonisation, donc action décolonisée, résultat de cette action. Colonisation, donc j'essaie de définir un peu par CNRTL, occupation, exploitation, mise en tutelle d'un territoire sous-développé et sous-peuplé par les ressortissants d'une métropole. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça. Je vais embrayer très vite sur
le temps qui nous est imparti, on va aller sur le prochain. Oui, il y a l'idée de résistance, de discours et discours de contre-pouvoir et de contre-discours. Pour ce discours qui va se définir comme un discours d'opposition, un discours minoritaire, qui se distingue, qui ne dispose pas des leviers du pouvoir. Le contre-discours se distingue du discours non par sa structure, mais par le fait qu'il supporte la charge de la preuve. Alors, j'avais essayé aussi les défis un peu de parler de la résistance. On parle très souvent de résistance. Résistance, c'est, dans ce cas-ci, c'est qualité par laquelle un corps résiste à l'action d'un autre corps. Il est difficile de graver sur les pierres dures à cause de la résistance de la matière. Dans notre sujet, on va parler de résister face à une oppression, résister, tenir bon, on tient bon. La musique permet donc justement de tenir bon, je dirais peut-être encore plus tard, mais de se réinventer, de se remettre en selle, en fait. Voilà, donc, alors, ça c'est un diapo numéro 7. Donc, le 19 mars 1946, la Guadeloupe entre dans la nation française en tant que département d'outre-mer, fait unique au regard du processus de décolonisation observé ailleurs. La fin du statut institutionnel de colonie prend ainsi la forme d'une intégration formelle à la nation française. Mais rapidement, face à la persistance des inégalités sociales et des clivages nés de la subordination coloniale, l'organisation jacobine de l'État français et son modèle assimilationniste d'intégration suscitent des prises de position critiques à l'encontre du pouvoir. Dans un contexte mondial de décolonisation, dans un contexte local de désillusion, un activisme politique guadeloupéen s'organise en réaction au modèle social et culturel porté par l'État français. Perçu comme une forme suprême de colonialisme et vécu comme une forme d'oppression, l'assimilation culturelle est contestée et combattue dans le cadre des projets politiques émancipateurs, prenant d'abord forme au sein de l'organisation, de l'Association générale des étudiants guadeloupéens, l'AGEC. Cette association a été créée en 1928 à Bordeaux et elle avait initialement pour mission de tisser des liens de solidarité entre les étudiants guadeloupéens, de défendre leurs intérêts et de faciliter leur insertion professionnelle en France hexagonale. Après la départementalisation en 1946, ce groupe associatif investit le terrain politique en se positionnant comme l'assimilation culturelle, contre l'assimilation culturelle en 1960, en se prononçant pour l'indépendance nationale de la Guadeloupe en 1963 et en créant un journal indépendantiste, le Patriote guadeloupéen, au service de la lutte du peuple guadeloupéen. À l'origine de la départementalisation ou assimilation administrative et économique dans l'ensemble français, avait été imaginée par les habitants de l'outre-mer comme l'aboutissement des luttes pour l'égalité des droits entamés sous la Révolution. Dans les faits, le modèle assimilationniste d'intégration mis en place par l'État français s'est avéré être une forme de négation de l'histoire et de la culture des départements d'outre-mer. Sur cette question, plusieurs débats ont eu lieu. Voilà. La départementalisation n'ayant pas tenu ses promesses verra dans les années 60 l'émergence de mouvements séparatistes qui construit son discours politique sur une base culturelle identitaire et place le Goka au cœur de son action. Jusque-là qualifié de musique à Viennet, donc musique des gens déconsidérés, le Goka devient le véritable symbole identitaire et un objet de fierté pour la majorité des Guadeloupéens. Notons aussi que son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel a suscité de nombreuses tensions au sein de la population. Des tensions qui ont ravivé un débat récurrent sur le thème du lien séculaire les unissant à la France. Sommes-nous français? Sommes-nous juste guadeloupéens? Qui sommes-nous? Devons-nous nous identifier à la France en tant que français ou pas? Alors, nous avons traduit ici le mot musique à Viennet par musique des gens déconsidérés, rester fidèles aux représentations négatives contenues dans l'expression Viennet, héritée de la période coloniale. Viennet est une expression du créole guadeloupéen. C'est une expression employée généralement pour désigner. Oui, mais alors, il faut que j'aille chercher le son, par contre. Le son? Je n'entends pas. Allô?
Il y a problème de son? Non, pardon, il y avait quelqu'un qui avait le micro ouvert, donc il y a un son qui a... Non, on vous entend. Alors, Vieneg est une expression du créole guadeloupéen. Elle est généralement employée pour désigner une personne le plus souvent native de la zone caribéenne, de la Martinique ou de la Guadeloupe notamment. Vieneg désigne un entier qui compte un ou plusieurs Africains réduits en esclavage parmi ses ancêtres. Jusqu'aux années 80, le Vieneg était perçu comme un individu et un mode de vie et des habitudes contraires à celles qu'on associait aux personnes dont l'éducation, le style de vie et les manières étaient jugées propres et agréables, voire civilisées. Vieneg était associé à la partie de la population la plus vile des plantations et des faubourgs, celles qui vivaient en marge de la bonne société, entre guillemets, guadeloupéenne. En créole guadeloupéen, vie est encore aujourd'hui un adjectif à connotation péjorative qui s'applique à une chose indésirable, sans intérêt ou bien dans certaines situations quelque chose de ridicule ou parler vulgairement moche, laide, une chose qui n'est pas belle. À l'exception de Vieneg qu'on utilise pour parler d'une personne âgée qu'on n'aime pas et qu'on trouve ridicule pour la différencier du personne âgée qu'on appellera grand monde en signe d'amour et ou de respect. Vieneg n'est pas lié à une notion d'ancienneté ou de vieillerie. Ainsi, par exemple, Vieneg, vieux manière se traduit selon le contexte de mauvaises mœurs ou de manière désagréable. Vieux loto désigne une voiture, une valeur, voilà. Jusqu'aux années 80, l'expression Vieneg donc désignait une personne d'ascendance africaine à laquelle on ne voulait pas être associé. L'Afrique n'était pas bien perçue, vu le travail mémoriel qui a été bien abattu, parce que l'Afrique, c'est quelque chose de c'est pas joli quand on parle d'Afrique, de manière générale d'ailleurs, c'est pas fini, mais alors, à laquelle on ne voulait pas s'associer. Dans les années 70-80, les militants indépendantistes se sont attachés à déconstruire les représentations négatives véhiculées par l'expression Vieneg. Il en a résulté un retournement du stigmate qui permet aujourd'hui à la plupart des gens du Goka de l'utiliser avec fierté pour revendiquer leur ascendance africaine. Plus largement, l'expression Vieneg est passée dans le langage courant. Elle peut être utilisée pour tout Guadeloupéen qui veut souligner la contribution des ancêtres africains à la société guadeloupéenne. Les indépendantistes ont abattu un travail de reconstruction mémorielle et de revalorisation du patrimoine culturel guadeloupéen. Musique porteuse de la mémoire collective du peuple, le Goka est devenu le symbole fédérateur de la culture de cet archipel. Se pose aussi ici la question de la survivance des musiques traditionnelles, en l'occurrence celles d'origine africaine, du moins celles qui puisent leur source dans le continent africain. La culture active d'opposition véhiculée par le Goka depuis son renouveau, à l'initiative notamment d'activistes indépendantistes. Le Goka a participé au processus de la déconstruction des pratiques esclaves, des pratiques esclavage, entre guillemets, et la construction identitaire du peuple guadeloupéen. Alors, je vais embrayer sur le PowerPoint prochain, le slide, comment on dit, diapo, pardonnez-moi. Alors, je vais vous parler justement du Goka comme expression de la guadeloupéanité. L'exemple le plus éloquent est à ce jour l'Académie du Ka, créée à Pointe-à-Pitre à la fin des années 70 par la danseuse Jacqueline Kashmir-Toll et son mari Yves Toll, qui est maquet. Maquet, ça veut dire un tambourier qui fait du solo, quoi. Non, j'aurai le temps d'expliquer parce qu'il y aura des questions. Je vais essayer d'aller vite. Cette institution dédiée au Ka a formé plusieurs générations de danseurs et de musiciens depuis sa création. Je parle d'institution ici, car à ma connaissance, le premier établissement, c'est le premier établissement qui est proposé des cours destinés non pas à un ou deux disciples, mais à des groupes de 10 à 30 élèves. Avec cette différence numérique, le groupe de Kashmir-Toll est passé de statut de maître, ce qu'ils étaient auparavant, à celui de professeur. L'enseignement pris, avec la création de cet établissement, des allures de cours magistraux et des ballets virent le jour. Le travail de Jacqueline Kashmir-Toll ne s'est pas limité à l'Académie du Ka. Le monde du Goka lui doit aussi l'entrée des cours de Goka dans les écoles primaires, les collèges, à l'université. Dans ce contexte d'effervescence autour du Goka, que depuis 1987, l'avocat et militant nationaliste Félix Cotillon organise annuellement dans la ville de Sainte-Anne, en Guadeloupe,
le festival de Goka, Sainte-Anne. Cet événement qui se déroule au mois de juillet est un lieu de mémoire pour les musiciens de Goka. Il réunit un public très varié d'amateurs et de professionnels appartenant à des générations différentes. Au-delà du festival, les études scientifiques sont entreprises et des colloques, oui, et les colloques, je n'aurai pas le temps de jouer les musiques malheureusement, mais les colloques sont organisés. Donc voilà, il y a une forme de connaissance en tout cas. Là, je vous ai tout à l'heure, vous pouvez remonter au slide numéro 8, s'il vous plaît. Vous parlez un peu de l'endoculturation au sein de la famille Geoffroy, acteur de la guadeloupéanité dont je parlais tout à l'heure. La compréhension du processus d'appropriation culturelle d'ordre sociétal à l'œuvre dans la transmission du Goka nous renvoie au concept d'enculturation et d'endoculturation. L'enculturation peut être définie comme un processus qui permet à l'individu de s'approprier la culture du groupe auquel il appartient. Pour Melville Herskovitz, le processus d'enculturation, base éducative qui canalise toute expérience, indique nettement que quelque éparse qu'une culture puisse sembler à l'observateur, elle satisfait ceux qui y vivent. Qualitativement, il fait ce que toute culture accomplit, il donne à l'individu une vie qui est pour lui aussi chargée de sens que souhaitable dans son organisation et ses buts. L'endoculturation est le processus par lequel advient la transmission du savoir des anciens aux jeunes de la famille, des adultes, à la génération qui leur succède. Alors, le phénomène d'endoculturation est au centre de la transmission du Goka au sein de cette famille Geoffroy. Ses membres sont les gardiens en Guadeloupe d'une tradition musicale dont l'importance patrimoniale est considérable. Les chants de veillée, ce sont des veillées mortuaires. Donc, voilà. Connus de tous sur cet archipel, cette lignée familiale a fait de la préservation de la transmission et de la transmission du chant bouladiel, dont la pratique de et pratique vocale, percussion vocale. Pour résumer, il faut faire un peu, c'est pas seulement ça. Cette lignée familiale a fait de la préservation et de la transmission du chant bouladiel qui caractérise des pays une sorte d'apostolat. Dans la mesure où les Geoffrois sont héritiers de cette pratique vocale et prennent part activement, depuis plusieurs décennies, à la vie culturelle de la Guadeloupe. On va jouer un peu, vous pouvez cliquer sur Sergius, juste pour écouter un petit extrait. Il a 17 ans quand il chante, et c'est son père qui l'a un beau matin. Gade koutye nom la te l'enfant kaibana. Dimanche soir, bon matin. Oti fwe koutye nom la te voyan kazaibana. Dimanche soir, bon matin. Maman de remonte voix pelant kazaibana. Dimanche soir, bon matin. Maman de majobi d'apprend du autant kazaibana. Dimanche soir, bon matin. A pas cette koutye nom la l'enfant kaibana. Dimanche soir, bon matin. Koutye la sonde damalama londe yaibana. Alors, donc, je ne vais pas... Alors, ici, dans ce cas précis, je parle vraiment d'homopraxie parentale et d'intergénérationnalité. Donc, homopraxie parentale, pourquoi? Parce que les deux parents de Geoffroy étaient ce chanteur de Goka. Donc, ils ont transmis les deux, pratiqué du Goka. Donc, le morceau que vous voulez entendre de Sergius, il est accompagné Bouladiel à la voix par son papa, par son père, qui était aussi chanteur de veillée, qui était chanteur de Goka en tout cas, et sa mère aussi chantait dans les veillées. Donc vraiment, on a un cadre qui est assez intéressant à observer. Alors, je ne vais pas... Le slide, vous avez vu le prochain slide, ce sont des chanteurs... on n'aura malheureusement pas le temps d'écouter... vous avez Robert Loison, qui est un chanteur de veillée, et Guy Conquête, qui chante La Guadeloupe malade. Le peuple doit se réveiller. Donc, voilà, donc... il est temps de se lever, quoi. Donc, voilà. Mes frères, la Guadeloupe malade, vous voyez un peu cette réappropriation de l'Afrique aussi, à travers son vêtement aussi, qui est un vêtement d'Afrique de l'Ouest. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, j'espère. Et alors, le slide numéro 10, le diapo numéro 10, c'est l'abbé d'Hilaire Geoffroy, les chanteurs. Vous voyez un peu le sens du collectif. Je crois que ça ira là. Je vais continuer parce que je n'ai plus beaucoup de minutes. Sinon, je vais me faire. Monique Cavalier, ça suffit. Alors, donc voilà.
Je vais devoir conclure, malheureusement. J'imagine que vous auriez pas mal de questions à poser. Les peuples antillais, dit Jean-Pierre Tinton, n'ont connu que la colonisation et le système totalitaire de l'esclavage. Historiquement, cette situation a généré deux directions, l'adaptation et la résistance. Les complots, rébellions et insurrections ont émaillé l'histoire antillaise. Certains moments ont été particulièrement intenses, comme en 1794 et 1802, où la Guadeloupe tout particulièrement a connu un processus similaire à celui qui conduisit Saint-Domingue à l'indépendance d'Haïti en 1804. Cet épisode, dont l'épilogue a été pour la Guadeloupe le rétablissement de l'esclavage en 1802, a cristallisé un sentiment identitaire et un esprit de résistance, mais n'a pour autant généré une conscience nationale. Il y a ici, lieu de signaler aussi l'imprégnation forte dans la culture Goka en ce moment, depuis plusieurs années, par la fréquentation des porteurs de tradition, donc des gens comme les Geoffroy, les Roussillon, des anciens aussi, et la participation des activités propres à cette musique telles que les léos, les soirées récréatives, les veillées mortuaires, et les coups de tambour, qui s'appellent coups de tambour, ou bien les hakas. Alors, tout ceci passe aussi par une valorisation de la langue créole, parce que qui dit musique chantée, dit langue. Dans ce cas précis, quel Goka, la langue, l'idiome utilisé le seul, c'est la langue créole. Donc, en tout cas, il y a une parfaite maîtrise de la langue créole, et le seul idiome qui est utilisé dans cette musique. La multiplication aussi des écoles de Goka en ce moment, une floraison d'écoles de musique de Goka qui enseignent le Goka, montre à ce sujet vraiment ce discours de décolonialité, ou bien décolonialisme, si je puis dire. Donc voilà, donc, ce rejet c'est cette réappropriation de leur culture. Voilà. La pratique du Goka, c'est une pratique culturelle, socioculturelle, porteuse d'un discours de représentation mémorielle. L'histoire de la Guadeloupe repose sur une césure sociétale soumise à une acculturation forcée, comme dit Bastide, pour emprunter l'expression de Bastide, associée à une rupture avec son passé. Le peuple guadeloupéen a su, au cours des dernières décennies, reconstruire une histoire qui lui est propre. Comme le souligne aussi Bastide, d'ailleurs, j'en fais encore celui, l'esclavage a donc brisé les sociétés globales africaines le long d'une ligne fluctuante qui séparerait en gros le monde des symboles, des représentations collectives, des valeurs, de celui des structures sociales et de leurs bases morphologiques. Dans la destruction raciale des lignages, des clans, des communautés villageoises ou des royautés, l'Africain s'attachait d'autant plus à ce qui lui restait de son pays natal, à ce trésor qu'il avait pu emporter avec lui, ses mythes et ses dieux. Des mythes et des dieux qui ne vivaient pas seulement dans sa pensée comme des images mnémoniques sujettes aux troubles de la mémoire, mais qui étaient aussi inscrits dans son corps comme des mécanismes moteurs, des pas de danse ou des gestes rituels capables, par conséquent, plus facilement de se réveiller au roulement sombre des tambours. Comprenant encore Bastide, on peut affirmer que c'est au roulement sombre des tambours que la culture et l'identité guadeloupéenne se sont réveillées et qu'elles sont en permanente reconstruction. On va jouer le dernier et puis ce sera la fin. Monica, je vous remercie. Toratandua bubase. Toratandua bubase. Waluo. Yeah. Moi vido pala boduna no dio. Toratandua bubase. Waluo. Yeah. Musatiri va faire le passe. Musatiri va faire le passe. Saki de la rava baka pale. Musatiri va faire le passe. Ni tupe. Toto rababa duwa mu passe.
Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous. Pardon, merci beaucoup. J'ai eu un petit problème d'écran, moi aussi. Ouais. Merci beaucoup pour cette communication et puis pour avoir respecté scrupuleusement le temps aussi. On aura peut-être voilà, l'occasion de revenir sur des éléments lors de la conversation pour échanger davantage autour du Gwoka, pardon. Donc merci. Nous allons poursuivre la réflexion sur les traditions, résistances et musique populaire dans la Caraïbe francophone. Avec Edric Richemont de l'Université d'État d'Haïti, qui va nous présenter une communication intitulée « De l'évolution tumultueuse, résistante de la musique compas et de son vécu actuel chez les amateurs haïtiens ». Je ne sais pas si vous souhaitez partager un... Ouais, parfait. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour faire cette présentation. Alors, je vais me mettre au début. Ensuite, là, on est un peu... Voilà. Bonjour à tous encore une fois. Moi, je suis Éric Richard Richemont, chargé de cours à l'Université d'État d'Haïti et puis actuellement doctorant en sciences humaines et sociales à la même université. Alors, ma communication et ce titre va se concentrer essentiellement sur un aspect qui est un peu, on va dire, c'est un peu la force, mais c'est un peu la faiblesse aussi de cette musique-là, si je peux dire ainsi. C'est un peu contradictoire, mais on va le voir, mon point de vue, avec le développement que je vais faire. Donc, il y a ce constat, et il est venu, tous les auteurs ou tous les spécialistes en musique qui vont se pencher sur la musique compas, ils vont vous dire que chaque 10 ans, et même si on va pas le voir, on va le voir un peu plus globalement dans ma présentation, mais à chaque 10 ans, ça change. Il y a une introduction qui est faite, un arrangement qui est introduit, quelque chose qui n'était pas là lors de la décennie antérieure qui entre. Alors, c'est dans ce contexte-là que Gage Averill, un ethnomusicologue américain, affirme que le compas est un genre musical des plus dynamiques. Donc, pour voir cela en détail, moi, j'ai un peu groupé la chose et pour essayer de vous faire une vision un peu plus globale de la question. Alors, on va voir sous des blocs de 20 ans et ce qui s'est passé durant les 65 dernières années. Alors, la naissance entre 1955 et 65, c'est la naissance du style. Et ensuite, les arrangements est venus des apports américains et surtout du rock and roll dans le premier temps et funk disco dans les années 70-80. Ensuite, le zouk, le raga, et puis ensuite, vers la fin et de la période entre 1995 et 2015, l'apport, Vitamin Blues, pop, etc. Alors, le sens du style. Le style est né en 1900. On va dire que véritablement dans les années 60, le style était à son balbutiement en 1955. Mais il faut dire que le style est né d'influences majeures et de la merengue dominicaine, de la merengue dominicaine, si on peut, et puis ensuite le mambo, la salsa et un peu de boléro aussi.
Et parce que les groupes, en général, à cette époque-là, le style est né dans un contexte où la musique, disons, qui existait avant ça, là, qui était la merengue haïtienne, et les groupes qui étaient même, qui se faisaient même passer pour les défenseurs, se disaient être défenseurs des traditions de la merengue, c'est-à-dire qui faisaient du afro-haïtien, c'est-à-dire des rythmes haïtiens qui étaient joués sous le tambour, et puis on accompagnait cela avec un arrangement classique. En tout, en gros, on a appelé cela entre le 19e siècle et le 20e siècle, début 20e siècle, la merengue haïtienne. Alors, les groupes ont délaissé cette forme de musique-là et dans les années, au beau milieu des années 80, 980, des années du 20e siècle, pour s'adonner au style latino-américain ou afro-latino-américain. Et puis, bon, c'est dans ce contexte-là que des musiciens ont introduit ce qu'on appelle le compas. Ils ont créé le style et, bien entendu, avec tout ce que ça comportait à l'époque, c'était des grosses orchestres avec des cuivres, des lignes de cuivre imposantes de 7 musiciens. On appelait ça des big bands, et de 16 instrumentistes et des chanteurs. C'était ça, le compas. Au début, et c'était un peu, et de toute façon, à l'époque aussi, les partitions, même les partitions on va dire que les groupes qui faisaient du compas, les partitions en général, ils venaient de Cuba, etc. Donc, c'était difficile et c'est pour vous dire que l'influence cubaine était très présente. Et avant le compas, même après le compas, ça a un peu continué parce que même en faisant le compas, les groupes étaient tenus de faire un peu de mambo, un peu de salsa, et c'était un peu ça le décor. Mais à partir des années 65 et après que le compas s'est imposé comme style dans le paysage haïtien, les amateurs qui étaient jusqu'alors des enfants qui regardaient ce que faisait le maestro fondateur du style, et de Jean-Baptiste, et son compère qui avait commencé le mouvement avec lui, qui allait faire un autre groupe qu'on appelle le Bersico. Et ils ont d'abord commencé à jouer, à faire du rock, du yéyé, etc. Mais des circonstances politiques et autres éléments leur a forcé ces jeunes-là, ces jeunes amateurs-là, à faire à se tourner vers le compas pour faire un compas plus à la mode pour l'époque. C'est-à-dire, et faire le compas à la mini-jazz, c'est-à-dire le mot mini-jazz vient de mini-jupe, c'est-à-dire un groupe qui va être simplifié, qui ne va pas avoir 16 musiciens, qui va avoir 7 musiciens, et qui donnera la place largement aux arrangements pop-rock de l'époque, c'est-à-dire les influences du Beatles et la musique qui est de Johnny Hallyday. C'est ça les influences en quelque sorte pour l'époque. Même si dans les mini-jazz, il y a une typologie qui est née, qui est tout ce qui apparaît aux yeux de tout chacun. Il y avait les mini-jazz qui utilisaient la guitare, c'est-à-dire deux guitares rythmiques et une guitare solo, plus la basse. Et il y avait d'autres mini-jazz qui au lieu de mettre l'accent sur la guitare, ils avaient un saxophone. Un saxophone qui faisait les lignes, etc., qui faisait les solos, etc., qui introduisait la musique, etc. Donc, la guitare venait plus en soutien. C'était deux styles de
mini jazz qui existait. Mais jusqu'aux années 60, à l'année 75, c'était un peu la norme. Soit on allait vers la guitare, soit on faisait on mettait l'accent sur le saxophone. Et puis, entre-temps, il y a eu un style qui s'est imposé et qui faisait un peu, qui était un peu un style hybride entre, on va dire, la fanfare et le mini jazz. Au lieu d'avoir un soufflant, ils avaient 3 soufflants. Et ce style-là, c'est le groupe qu'on appelle le Frère des gens de Pétionville qui est venu avec ça. Entre 1975 et 1985, ce format-là, le mini jazz, va s'imposer et par encore une influence, et on va dire, c'est l'influence, c'est vrai que le style avec les 3 soufflants et les 3 soufflants était une affaire qui était bien haïtienne. C'est le Frère des gens, mais le Frère des gens avant 65, c'était quelque chose, avant les années 70, c'était un groupe inconnu. Donc, c'est par rapport à l'influence et, on va dire, le groupe antillais française et de groupes antillais français de la Guadeloupe, qu'on appelait les Xéglons, les Gramax, qui ont en quelque sorte mis en exergue ce style dans les oreilles de l'amateur haïtien. Avant cela, les frères des gens de Pétionville, ça ne disait rien aux Haïtiens. À partir de l'année 75, et c'est après, c'est-à-dire que les Aiglons, les Gramax et tout ça, ils ont dominé le marché complètement, les radios en Haïti entre 1970 et 73. Et après 73, et c'est après 73 que le public haïtien a reconnu dans le Frères des gens de Pétionville un groupe important. Vous montrer que les influences et l'aspect extérieur joue une grande place dans le, on va dire, dans l'appréciation, dans la recherche d'appréciation du public haïtien. Donc, l'arrangement qui consistait à avoir 3 instruments et à cuivre et le reste de l'appareillage compas comprenant 3 percussionnistes et 3 guitaristes, etc., allait devenir la norme dans le compas à partir des années 75 jusqu'à 1985. Donc, en 1985, les groupes antillais reviennent en force, mais pas avec le compas. C'est pas avec un compas et le compas est un compas antillais, mais c'est surtout avec le zouk et peut-être aussi avec le raga, c'est-à-dire le zouk des Antilles françaises et le raga de la Jamaïque. Donc, entre 1985 et 1995, c'était un peu, c'est ce qui s'est passé. Le zouk est apparu comme une force sur le marché haïtien. Et le compas en a souffert et les groupes étaient obligés de faire des arrangements en conséquence. Par exemple, un des éléments qui est peut-être qui a pris naissance à partir de cette époque-là, c'est l'introduction de ce qu'on appelle la boîte à rythme ou le drum machine, la synthé. C'est vrai que avant cela, il y avait certaines introductions, certains aspects de la musique compas qui existaient avant, de certaines expériences compas qui avaient été faites avant que le marché, que l'amateur haïtien accepte le zouk, en d'autres termes, dans l'année 85-86. Mais il faut dire en gros que l'apport du groupe Kassav et dans l'introduction du synthé, etc., dans la boîte à rythme, ça a été un élément majeur pour changer la musique, le compas dans cette époque-là.
Le raga, bien sûr, c'était la période phare du raga Mafin avec Chabarenx, etc. et Buju Banton, etc. C'est les années, au milieu des années 90. Ça allait avoir des répercussions aussi sur le compas. Et des arrangements, principalement, ce qui se passe, c'est que dans le compas, on va avoir des arrangements, la manière de danser, etc. Et surtout dans les vidéoclips. Et à partir des années 95 aussi, on allait voir l'introduction de ce qu'on appelle le R&B, c'est-à-dire le style R&B à la All for One, à la Boyz II Men, allait ensuite aussi marquer sa présence dans les oreilles des amateurs. Et vu que les amateurs écoutaient du Boyz II Men, etc., les jeunes amateurs de l'époque qui allaient créer des nouveaux groupes, et dans cette période de 1995-94, allaient calquer les arrangements vocaux, leur portée de voix et la façon de chanter sur exactement ce que faisaient les jeunes à leur époque, de Boyz II Men et All for One. Et justement, il y a le groupe Cadence, le chanteur du groupe Cadence qui disait que justement, lorsqu'ils ont commencé en 1995, leur première interprétation, la première chanson qu'ils ont interprétée lors de leur grande première, en 1995, c'était I Swear de All for One. Donc, c'est pour montrer que l'influence était bien présente. Ensuite, dans les années 80, et entre 2005 et 2015, en plus d'avoir l'influence R&B, on allait à compter aussi avec l'influence du hip-hop, principalement en subissant l'influence de ce que 50 Cent faisait avec ses beats et Ja Rule, etc. Et puis, entre 2005 et 2015, les groupes à formation réduite avec la boîte à rythme ont pratiquement disparu. Et ça, c'est quelque chose de... On ne va pas dire que c'est dû à une influence, mais c'est quelque chose que je tiens à souligner. Entre-temps, ce qui s'est passé globalement. Et peut-être que ça a un lien avec le contexte global du marché. Et je n'ai pas fouillé cette question-là, mais en haut, notamment, on va dire qu'à partir de 2005, les groupes qui utilisaient la boîte à rythme ou bien un dispositif remplaçant les percussionnistes ont disparu. De quoi parlons-nous exactement lorsqu'on parle d'évolution tumultueuse? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe vraiment qui cause ces changements ou bien cette influence? C'est vrai que toute musique dans le monde toutes les musiques dans le monde subissent des influences. Mais il faut dire que dans le cas du compas, l'influence c'est quelque chose qui est notable. C'est-à-dire que le groupe va faire une nouvelle musique, une nouvelle chanson, on va créer une chanson en introduisant une forme d'arrangement qu'il va trouver dans une musique mondialisée ou un tube mondialisé et en disco ou quelque chose comme ça. C'est la norme, ça a toujours été comme ça. Pour faire des introductions, pour faire des bridges, et des ponts ou des codas. Ou en même temps, même parfois, et pour même faire ce qu'on appelle aujourd'hui des covers, des interprétations en compas. Ce qui se passe, c'est que l'appareillage étatique
des politiques culturelles est inefficace en Haïti. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, ce que l'État fait comme politique culturelle ne donne pas la possibilité aux artistes de produire sereinement et de vivre sereinement de leur activité. Un des exemples, un des faits majeurs, c'est que le compas subit, on va dire, une répression fiscale, si on peut dire comme ça. Les taxes, les prestations du compas, les prestations en live subissent, on va dire que ils sont taxés comme, c'est vrai qu'il y a un certain arrangement qui est fait avec, comment on dit, on taxe 10%, c'est 10% sur la capacité, et sur 50% de la capacité de l'espace. Mais ce qu'il y a, c'est que dans un contexte où la musique n'est pas, il n'y a pas d'école de musique vraiment qui existe. Il n'y a pas d'appui à la production de musique qui existe. Lorsque le groupe fait une prestation et que l'État décide de prendre les taxes, et puis les taxes, on ne sait pas où ça va, où ça vient, c'est un peu compliqué pour expliquer le contexte global. Donc, de l'appareil étatique au niveau de politique culturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui encourage les artistes à faire du compas. Et, par exemple, produire une chanson compas coûte plus cher parce que au lieu de... si vous faites une chanson reggae, etc., si vous vous rendez dans un studio, vous faites une chanson en style reggae ou autre chose, ça va vous coûter moins cher qu'en faisant du compas. Et c'est pour expliquer la chose, c'est que, en gros, celui qui fait qui va faire la musique, il va vous dire que faire du compas, c'est plus difficile, etc. C'est plus rentable, etc. Mais l'État est complètement absent de cela. Il ne fait rien par rapport à cela. Donc, l'autre élément, c'est le bovarisme collectif ou l'attirance des élites pour les œuvres culturelles venant de l'étranger. Le bovarisme collectif, c'est quoi? C'est Jean Price-Mars, si vous voulez dire comme ça. C'est un ethnologue haïtien qui a observé ce phénomène-là, le fait que les élites haïtiennes sont beaucoup plus attirées en voulant être à tout prix, être occidental ou quelque chose comme ça, ils sont attirés par ce qui vient de l'extérieur. C'est pour cela que, comme je viens de vous expliquer, le Frère des gens, par exemple, les Frères des gens de Pétionville, ils ont commencé à avoir une appréciation du public haïtien après l'invasion, si on peut dire comme ça, des groupes compas antillais avec le même format et des gens. Ou, par exemple, comme mon père me disait, c'est Coupé Cloué qui est un artiste, qui est peut-être l'artiste le mieux connu en Afrique, ou peut-être un peu partout dans le monde. Et il a commencé à avoir des appréciations selon mon père. Et il me disait cela, que c'est après ses voyages à l'étranger qui a commencé à avoir l'appréciation. Donc, les yeux de l'étranger compte beaucoup pour l'artiste haïtien. C'est comme Gedja Averil l'avait souligné lui-même. Le faire des musiques pour plaire à l'étranger, c'est quelque chose qui c'est une obsession pour l'artiste haïtien. Et c'est ça aussi la chose. On plaît à l'haïtien, mais en même temps, on regarde ce que fait l'étranger pour non seulement plaire à l'haïtien, mais pour aussi essayer de plaire à l'étranger. Donc,
le souci, c'est pas de faire la musique comme on le sent, mais c'est faire la musique et d'abord en restant vivant, parce que si vous faites la musique démodée qui n'est pas au goût de ce qui s'est fait ailleurs, bon, l'artiste a l'impression qu'il ne sera pas entendu. Le système éducatif haïtien. Et le compas n'a pas la chance du Croca et elle n'est pas présent dans le système éducatif haïtien. D'ailleurs, jusqu'à présent, lorsqu'on parle de groupe des rythmes afro-haïtiens et pour l'écolier haïtien, lorsqu'on dit Yanvalou, et le compas, ils vont savoir ce que c'est, mais lorsqu'on dit Yanvalou ou autre rythme traditionnel, et s'il n'y a pas une troupe de danse traditionnelle dans l'école, l'écolier haïtien ne va pas savoir ce que c'est. Il n'y a rien sur le culture haïtien dans l'école haïtienne, dans le manuel scolaire haïtien. Rien est véritablement sur la culture haïtienne, sur les pratiques culturelles haïtiennes. Il y a des efforts qui se font, mais jusqu'à présent, c'est très timide et les avancées sont très les habitudes on la vie dure. Le beauvoirisme collectif est encore bien présent, si on peut dire ainsi. Et les limites culturo-économiques de l'industrie aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement pour le compas, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de... pour la production du disque, c'est quelque chose qui est pratiquement là maintenant, qui est revenu quelque chose qui vient justement de... Même avant la disparition c'est-à-dire que des labels ont disparu complètement. Et ceci s'est produit même bien avant l'avènement on va dire, du numérique comme médiateur de la musique, c'est-à-dire l'avènement des Spotify, etc. Et les labels disparaissaient parce que ce qui fait le label, la personne qui faisait le label, c'était une activité secondaire. Et ce n'est pas quelque chose qui était fait dans l'idée de faire des investissements pour aller chercher du profit, etc., et continuer là-dessus. Donc, c'était quelque chose... En gros, les premiers labels, c'était avant tout des marchands de disques qui se sont convertis dans la production de disques et puis ensuite qui ont fermé boutique au milieu des années 2000 et au commencement des années 2000, je veux dire, si je peux dire comme ça. Et entre 2005 et 2010, tous les labels ont fermé. La mondialisation de certaines formes musicales aussi est un élément qui a en quelque sorte été à la base de cette volonté de tout voir, tout le temps changer la musique et à partir de ce qui se passe à l'étranger, etc. Rapidement, je vois que mon temps est écoulé, je vais rapidement passer à travers. Bon, du côté des amateurs, qui vivent la musique, et ça reste du vivant, ils font ce que j'appelle l'esthétisation, c'est-à-dire ils utilisent la musique pour se faire plaisir et pour danser, et soit sur des tempos plus rapides ou des tempos plus lents. Et pour esthétiser, on se sert du compas comme antidépresseur, et de préférence avec de l'alcool en compagnie d'une copine, etc. C'est ce que font les amateurs. Ensuite, c'est une musique fonctionnelle qui est attachée à une communauté propre et pour faire la fête et esthétiser des espaces, c'est-à-dire mettre du plaisir dans les espaces, etc. C'est aussi un symbole national qui transcende des clivages culturels,
C'est-à-dire que le vaudouisant, c'est celui qui pratique le vaudou, va danser le compas. Le chrétien protestant va danser le compas et le chrétien catholique va danser le compas aussi. Et c'est un style qui prend sa source aussi en Afrique parce que les rythmes du compas et certains, les rythmes qui composent la base rythmique du compas et certains là font partie de certains rituels Je crois qu'il y a un petit problème avec... On n'entend plus, je crois que l'écran et le son d'Edric se sont figés, sont bloqués. Et on n'entend plus. La connexion. Ouais, il y a un problème de connexion Internet, je pense. Dites-moi, Lise, après il y aura... C'est bon. C'est bon? C'est- Allô? Oui, Est-ce que... Edric a dû se déconnecter et je pense qu'il va, oui, il va parce que devoir se l'écran est reconnecter. parti. Ouais. Peut-être qu'on peut passer aux questions et s'il peut revenir, on pourra échanger avec lui aussi. Oui, parce que Pour le conclure temps est... des échanges, oui. Le temps, ouais, voilà, est terminé et les questions seront justement l'occasion de revenir sur différents points des deux conférences qu'on vient d'écouter. Alors, la parole est aux personnes qui souhaiteraient intervenir, partager des observations, poser des questions. Bon, j'ai une question pour commencer. Et pour Ginon, et si le Roca a été patrimonialisé, je ne sais pas si on peut utiliser la notion, c'est-à-dire il est devenu un patrimoine et, à un moment donné, donc ça a changé, ou c'est... Donc on a réfléchi vendredi dernier justement à les conséquences de ce phénomène de patrimonialisation de certains musiques populaires. Je ne sais pas comment se situe les Woka en relation à ces processus. Je crois qu'il y a une émergence grâce aussi à ça, quoi. Donc, même si les anti-inscriptions au PCI, ils réalisent que c'est une bonne chose, c'est-à-dire que c'est plus une forte vulgarisation du vocal. Maintenant, vous allez voir aussi un musicien, je suis par ailleurs musicien, donc j'ai une carrière de musicien, donc je côtoie tous ces musiciens-là. Ils sont dans une dynamique où ils valorisent encore plus le vocal, quoi. Donc, vous allez voir jazz, jazz, et le K, donc le vocal vraiment est en pleine lumière. Enfin, c'est plutôt favorisé, je dirais. Donc, bon, je ne sais pas, il y aura des opinions sans doute contraires à celles que j'ai, quoi. Mais c'est ce que je constate en tant que chercheur autour de moi et puis même dans le pays, quoi, ou bien ailleurs, un peu partout. Il y a un engouement vraiment extraordinaire. Je donnais une conférence à Marseille il y a 2 semaines par là, je crois, en France, où il y avait une pléiade de musiciens guadeloupéens et de gens de guadeloupéens qui étaient heureux de savoir qu'on parle de leur musique. En plus, je ne suis pas guadeloupéen, donc c'était curieux pour eux. Ils sont contents, quoi. Ils sont fiers parce que c'est grâce aussi à cette inscription sur la liste représentative de l'UNESCO aussi que ça permet aussi d'ouvrir un peu, de faire connaître cette musique, de vulgariser en tout cas, de la rendre plus populaire. Je crois que Camille Vitry a une question. Oui, bonjour. Bonjour. Je faisais le parallèle entre le Gwoka et le Maloya et je me demandais, est-ce que comme le Maloya, au moment de l'émergence de ce mouvement indépendantiste, est-ce que le Gwoka a fait l'objet d'une certaine interdiction de rassemblement ou de pratique
pour justement minimiser ou déconstruire ces mouvements indépendantistes? À ce moment-là, non, mais pendant la période coloniale, oui. Cette musique, c'était une musique. Allô. Je crois qu'il faut éteindre certains micros. Voilà, merci, je crois que c'est bon. Donc, à une certaine période, c'est vrai que, quand vous voyez, je regarde le Code noir, ou bien à une certaine période, c'était interdit, mais pendant cette période-là, il n'y avait pas. Oui, il y a une forme de répression qui était là, mais des regroupements. Mais face à la dynamique assez farouche des défenseurs de cette musique-là, des indépendantistes, dont ils ne plaisantaient pas, quoi. Donc, ils avaient besoin de revaloriser, de mettre en lumière vraiment le patrimoine qui leur appartient et qui a été, pardonnez l'expression, léthargisé, quoi. Sinon méprisé, vraiment. Même parler la langue créole, ce n'était pas quelque chose de bien vu dans les familles d'une certaine génération, quoi. Donc, voilà. Après, maintenant, ça fait même chic de bien parler la langue créole et d'apprendre à jouer du tambour. Il y a toujours quelque chose, comme je le disais tantôt, il y a un engouement, quoi. Il y a un besoin de se réinventer une nouvelle mémoire. C'est une mémoire fragmentée, d'ailleurs, l'histoire qui s'est construite sur une hiatus. C'est extraordinaire de revoir comment la reconstruction mémorielle est vraiment en marche, permanemment en marche, même si, bien sûr, on pourra toujours débattre dessus et dire que voilà, il y a des manquements, ça et là, c'est pas encore. Mais cette musique est très populaire et très appréciée. C'est vrai que à cette époque-là, il n'y a pas eu, oui, il y a eu sans doute des arrêtés de regroupement parce que ça fait trop de bruit, il y avait c'est du tambour quand même, donc à la base, donc, mais pour l'éveiller, donc à ce moment-là, on ne pouvait rien faire, donc les gens se retrouvaient, se recueillaient avec de la musique, avec cette musique-là, quoi, cette forme, surtout du bouladiel. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de Camille. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais savoir aussi si le Gwoka aujourd'hui se joue uniquement sous sa forme traditionnelle ou est-ce qu'il y a des collaborations, il y a des fusions avec d'autres types de musique comment ça se passe musicalement? Oui, Lise, excellente question. Justement, musicalement, je ne l'ai peut-être pas signalé, mais il y a cette forme de. Il y a beaucoup de collaborations, quoi. Il y a des musiciens américains qui viennent vraiment puiser, travailler avec des musiciens de Goka, quoi. Donc, vraiment, comme Kenny Garrett, musicien de jazz, qui intègre même ça dans sa musique à lui, dans ses albums. Euh, il y a même votre serviteur que je suis qui intègre cette musique aussi un peu dans mon répertoire, enfin, sans toutefois calquer, quoi. Enfin, des bribes de ces musiques-là, des réminiscences. À travers le Bouladier, comme je suis vocaliste, donc ça m'interpelle. Il y a beaucoup de gens, hein, David Murray, des grands musiciens de jazz, s'intéressent à ces musiques-là parce que c'est une musique qui a une sophistication quand même qui n'est pas apparente pour beaucoup de gens, mais qui, là je parle en tant que musicologue, donc vraiment, pour moi, je la trouve très sophistiquée, extraordinaire et très complexe en même temps. Et à l'apparence, ça fait, on dit, on danse, on saute. Non, non, c'est très codifié et c'est très, très subtil. C'est la compréhension de ce phénomène sonore est extraordinaire. Donc, ça a interpellé. Il y a Rachel Ferrell qui a fait des collaborations, qui est américaine encore. Le dernier morceau que je vous ai joué, d'ailleurs, à la conclusion, quand je vous dis au revoir, c'était je chante avec le groupe Canida. Je fais le bourdon derrière. C'est moi qui fais les voix derrière, donc je sais pas voulu, D'accord. Mais comme ça tombait bien, d'autres questions, Lise, tombe à pic, quoi. Donc voilà. Merci. Alors, je crois qu'Édric est revenu. Je crois qu'Édric est revenu, oui. Oui. Édric, pardon, on a enchaîné avec quelques questions du coup. Pas de problème, et parce que ma connexion a coupé, et bon, j'étais juste à la fin. Oui. Alors, bon, justement, je parlais justement de l'aspect et dans la chose, qui je pense que c'est la dernière chose que j'ai parlé.
Donc, c'est un peu, le compas, c'est ça, c'est danser en posture écartée ou en posture fermée, on va dire, fermée, ou bien ce qu'on appelle le plugué. Et c'est comme ça que les amateurs le vivent, la musique. Et ils savent que dès que c'est le compas, c'est d'abord avant tout cette posture est fermée. Mais on peut danser le compas d'une manière différente en faisant entre amis, etc., de manière, on va dire, innocente, je peux dire comme ça. Et ça peut se faire. Donc c'est ça, en gros, ce qui est passé, c'est la musique a subi, est en train c'est pour cela que je dis que c'est une force. Ça veut dire que ça a la capacité de se transmettre et d'évoluer, mais en même temps, c'est une faiblesse parce que il y a des structures qui ne sont pas absentes. C'est pour cela que la musique change si souvent comme ça. Donc, c'est un peu, c'est comme si, c'est comme, c'est comme on a, c'est un paradoxe, mais je pense que si le compas avait les structures adéquates, les écoles et l'apport de l'État, et véritablement, et il serait un peu plus viable, si on peut dire comme ça. Et peut-être qu'il serait plus connu dans le monde. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous auraient des questions à poser à Edric maintenant qu'il est revenu? Moi, j'aimerais... Bon, vas-y, Monica. Bon, je fais une question très rapide pour Edric sur les rôles de l'université parce qu'il nous a montré un panorama un peu sombre et la manque d'aide de l'État et pour la mise en valeur de la musique compas et d'autres éléments aussi plutôt négatifs. Donc, est-ce que dans ces contextes, j'imagine que une institution comme l'université a un rôle un peu plus important s'il y a certaines relations entre la diffusion de la musique, par exemple, l'université ou d'autres institutions, et à part l'État qui apparemment ne marche pas? Et, il faut dire que là, le grand apport de l'université, ça a été de faire en sorte d'avoir en gros un programme de patrimoine. Il y a un programme de patrimoine qui existe, c'est-à-dire qui valorise, et puis c'est à partir de ce programme concernant le patrimoine que l'État a pu mobiliser et faire quelques avancées, par exemple, créer une liste nationale et pour le compas à intégrer en 2019. Mais faire une liste nationale et puis le compas intègre et puis il n'y a rien sur les politiques vraiment, ben, ça ne veut rien dire. C'est vrai qu'il y a la liste est là, il n'y avait pas de liste avant, mais faire une liste et puis faire une liste pour faire une liste, ça ne veut rien dire. Donc, et l'université est un peu absente aussi, je ne vais pas dire, parce que les travaux sur le compas ne donnent pas c'est toutes des travaux récents, c'est-à-dire de l'Université d'État d'Haïti, on va dire, mais il n'y a pas encore de travaux de haut niveau. Et je fais la première thèse de doctorat là-dessus. Et dans le monde, il y a un peu plus, il y a un peu plus de travaux là-dessus. Mais au niveau de l'université, aspect proposition de la chose, proposer des choses à faire et comment faire la chose, moi, c'est moi qui est en train de faire le premier pas. Et
j'espère que ça va engager une dynamique et j'espère aussi que ça va encourager d'autres chercheurs à sauter le pas et à travailler sur d'autres aspects de la chose aussi. Et moi, j'ai fait une introduction, j'ai travaillé un peu, parce que moi, je ne suis pas à ma première. Parce qu'en maîtrise, j'ai un peu travaillé sur le compas, parce que vu que je travaille sur la musique haïtienne en général, la production de la musique, et j'ai un peu vu les dysfonctionnements de l'industrie, etc. Et, mais c'est difficile parce que l'université aussi n'a pas le financement adéquat pour travailler, comme pour travailler aussi, pour travailler, et n'est pas dans les conditions adéquates aussi pour travailler. Mais on espère que dans les années à venir, non seulement l'État va mettre les moyens pour, en quelque sorte, pas juste faire des listes, mais travailler pour faire en sorte que ces pratiques, ou bien, si on voit le compas comme une pratique matérielle, ou bien que ces activités culturelles ou artistiques reçoivent de l'État et ce qu'ils doivent recevoir pour continuer à exister et pour faire en sorte que l'haïtien fasse confiance à lui-même et à ce qu'il représente comme identité, ce qu'il représente comme manière de vivre, comme univers symbolique, comme tradition, etc. Merci. Moi, j'aurais voulu poser une petite question sur les influences du compas. Je me demandais si il y avait eu des liens dans les années 60-70 avec tout le mouvement de l'afropop, le soukous, le high life qui se sont pas mal diffusés hors des pays africains. Oui, où c'était vraiment... Ouais, aussi. Oui. Je pense qu'on peut faire ce lien-là, surtout avec la musique de Coupé Chloé, et dans les années 75, qui a fait une grosse tournée en Afrique de l'Ouest. Et la guitare qu'il utilisait, et on peut dire que ça avait des relents de ce qu'on faisait en Afrique, même si le rythmique aussi est très proche de ce qui se faisait déjà en Afrique aussi. Donc, ça veut dire qu'il est rentré en Afrique principalement parce qu'il avait une sonorité, sa manière de présenter sa musique, etc. Les sermons qu'il faisait dans le cadre de la musique, même si en Afrique, les sermons, on ne comprenait rien parce que c'est un créole que la musique était faite. Et on peut dire, pas avec le highlight, mais avec le soukous, la guitare soukous a une influence sur la musique de Coupé Chloé. Et on peut, mais ça s'arrête là. Et pas beaucoup de groupes ont suivi cet aspect de la chose. Mais on s'est plus tourné vers les États-Unis, l'Amérique du Nord, pour faire du funky, pour faire des bridges, etc. Et pour faire des bridges, faire des intros, etc. C'était un peu ça et dans les années 70, les disco, le funky, et à présent du rock aussi avec la guitare, et avec les sons overdrive ou distorsion. Et ça, c'était présent dans les 90, 90, 80. Et c'était très D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour nos intervenants. Et est-ce que je pourrais juste une petite question sur le woka et la relation entre familles? Je viens d'un pays où la musique est pratiquée aussi par certaines familles.
qui ont un renom. Et des fois, ça peut aussi enfermer ou donner un certain statut à un musicien car il appartient à cette famille. Est-ce que ça se passe comment en Guadeloupe, le fonctionnement de cette tradition au sein des familles? Et c'est en relation avec les écoles de Woka ou et le micro, il est épais. C'est ça qui paraît. Je fais toujours attention aux autres. Non, en fait, le Goka, comme oui, c'est sous sa forme, il a pu résister grâce aux familles, en fait, surtout les gens des grands fonds, des régions, des grands fonds de la campagne, en fait, et qui ont perpétué cette musique-là au sein de la famille, qui préservait, quoi. Pour eux, c'était une manière de vivre aussi. Et là, ça me fait rebondir sur une question qui m'a été posée que j'ai posée à un musicien à l'époque quand je travaillais sur cette musique-ci, sur cette musique-là. Je lui ai dit, c'est quoi le Goka? Il me dit, tu vois la fille qui marche là devant, c'est ça le Goka. C'était une manière de vivre, en fait. Donc, pour revenir à la question, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un système, d'une façon, c'est le corps, l'appropriation, comment on se réapproprie, comment on vit cette musique au sein de la famille, certes. Mais les écoles, c'est vraiment à côté, quoi. C'est quelque chose à part. Les écoles, il y en a qui sont pour et d'autres sont contre, d'ailleurs. Le fait que la transmission formelle, ce que j'appelle la transmission formelle, existe aujourd'hui, parce que dans ces traditions-là, en tout cas dans les traditions afro-descendantes ou africaines, en tout cas en général, la musique traditionnelle, ça ne se transmet pas comme ça dans une école. Il n'y a pas d'école là-bas. Le cas, moi je suis d'origine camerounaise, au Cameroun, déjà il n'y a pas d'école de musique. Il y a des écoles privées de musique, bien sûr, où on apprend le solfège, tout le reste, la théorie musicale en tout cas, et puis les instruments, à jouer des instruments occidentaux ou autres. Mais il n'y a pas, au niveau des musiques traditionnelles, on n'apprend pas, on joue quoi. Déjà que le mot musique n'existe pas dans beaucoup de langues africaines. Dans la mienne, en tout cas, on ne parle pas, le mot musique n'existe pas. On dit jouer ou bien chanter, c'est tout. Donc ça fait partie d'un système de vie. Quand je fais des parallèles de ce type, c'est pour élucider un peu la réflexion dessus, parce que la musique n'est pas comme une institution en tant que telle. C'est un mode de vie. C'est quelque chose de très naturel. Pour cette famille-là, il n'y a pas un besoin une attente d'être apprécié, d'être aimé, de dire waouh, vous êtes fort, vous êtes talentueux. Il n'y a pas cette attente-là qui existe dans les musiques populaires africaines ou autres, ou d'ailleurs, ou afro-descendantes en tout cas. Alors, il y a quelque chose aussi que je voulais préciser, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle pour revenir à l'Afrique, ça rejoint, c'est pas forcément la question de Monica, mais de quelle musique parlons-nous, quoi? Parlons-nous de la musique traditionnelle, des musiques traditionnelles ou des musiques populaires, comme Lise disait tout à l'heure, elle a évoqué le high life, l'afrobeat, je crois, enfin, toutes ces musiques-là. Mais dans l'imaginaire collectif, quand on dit musique africaine, c'est ça qui est représentatif. Moi, je donnais une conférence justement à Colombie, j'en parlais tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de ça, peut-être, je parle de Marseille, peut-être. En Colombie, à Barranquilla, précisément, que j'affectionne particulièrement maintenant, je compte y retourner. Et je ne sais plus quel était le sujet, quoi. Donc voilà. Pour beaucoup de gens qui écoutaient même ma musique, moi en tant que musicien, ils disaient que c'était pas de la musique africaine. Mais s'il y avait un référent, le référent c'était le soukous. Comme Lise. À Barranquilla, c'est le soukous, la musique africaine. C'est le soukous, quoi. Il dit, mais moi j'ai joué avec des gens de soukous, hein. J'ai joué avec Papa Wemba, Tico Tikaya, je connais Manu Dibango au Cameroun, j'ai fait tous ces répertoires, je les connais. Mais c'est que la vision est étriquée en fait, de comment on perçoit, que ce soit dans le compas, l'apport des musiques, des guitares africaines, soi-disant, quand des guitares africaines. Alors, originellement d'ailleurs, même ces mouvements-là, la guitare est l'héritier du banjo, le banjo qui vient du Banza, qui est du Congo, le commencement Congo. Comme vous disiez, d'ailleurs, j'ai un ouvrage, en fait, pas un ouvrage, c'est une bibliographie commentée, une histoire sur les musiques guadeloupéennes, de la musique de la Guadeloupe, de 1635 à 1848. C'est une forme de bibliographie commentée où on relate alors ces éléments-là, comment ça s'est construit
comment la musique s'est installée de manière diachronique sur l'île de la Guadeloupe, sur l'archipel guadeloupéen, où on voit vraiment, ça nous permet d'avoir une vue plus large, en fait. Donc, pour revenir à la question, en tout cas, oui, mais les écoles sont là, quoi. Donc, mais je trouve que ça a son importance aussi. On ne peut pas négliger. Mais dans les familles, il y a un engouement particulier, quoi. Surtout dans ces régions-là, les grands fonds, la campagne, on considère comme la campagne, mais qui n'est plus considérée comme avec rejet, dédain. Vous voyez, vous allez voir les médecins à la rue piétonne que je vous ai montré tout à l'heure, hein, venir danser, des professeurs d'université comme vous, qui dansent, des intellectuels qui dansent dans la rue. Voilà, donc c'est tellement ce qu'on ne trouve même plus dans beaucoup de pays africains. Même au Cameroun, vous ne voyez pas ça en ville, on ne fait pas ça. C'est mal vu parce que c'est pas chic, ça fait pas chic de jouer du tambour, tout le monde s'occidentalise. Enfin, c'est d'autres réflexions qu'on pourrait mener dans un autre cadre, peut-être, mais là, je vais un peu loin. Mais c'est une très belle question. En tout cas, je pense que... Vous êtes de quel pays, si ce n'est pas indiscret? Du Pérou. Et Pérou. Oui, je réfléchissais justement à l'importance des familles dans la musique afro-péruvienne. D'accord, ok. C'est intéressant, ouais. Je n'ai pas encore été au Pérou, mais je connais un peu l'Amérique latine, en tout cas. Mais en Colombie, déjà, on est à côté. Puis, j'ai fait l'Argentine, l'Uruguay, l'Amérique latine, en tout cas, dans sa globalité, la Costa Rica, Panama, enfin, tout ce qui est latin, en tout cas, je parle espagnol, pas très bien comme vous, mais... Il vous manque la côte pacifique. Voilà, c'est ça. Mais ça va pas tarder, je vais y aller, j'espère bien, au moins pour un concert ou une conférence. Très bien. Vous avez bien répondu à votre question, vous me dites peut-être, je suis allé dans plein d'autres aspects aussi. Voilà. C'est riche et dense. Ce sont des réflexions qui promettent des suites ailleurs parce qu'on aurait besoin d'heures et de plein d'heures pour continuer à parler de tous ces aspects. Écoutez, je vais vous remercier. Nous allons vous remercier et nous allons peut-être prendre une pause d'une dizaine de minutes avant de reprendre avec la dernière table de la journée et de ces journées d'études, puisqu'on va partir ensuite vers l'océan Indien. Ah, super. Alors, à tout de suite. Dans combien de temps, s'il vous plaît? 10 minutes. D'accord. Ok, je vais juste mute. Très bien. La connexion reste là, et donc on revient dans 10 minutes. Vous pouvez sortir et revenir ou attendre. À tout de suite.